Bonjour, mesdames et messieurs, il est 6h30, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est depuis quelques jours en Chine pour une visite d'État. Et sur place, hormis les rencontres officielles en Chine, le président de la République accorde des audiences. Il en a accordé récemment aux responsables des banques d'État chinoises. On en parle avec Viviane Haim. Au cours de son séjour à Beijing, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu tour à tour les responsables des banques d'État chinoises. Le président de la Banque de développement de Chine, M. Zheng Ziye, la PDG de Exim Bank de Chine, Mme Yu Xiaolian, le président de la Banque de Chine, Chen Siqing. L'appui financier de la Chine au gouvernement ivoirien et qui lui a permis de doter en moins de 10 ans la Côte d'Ivoire en nombreux équipements, notamment l'alimentation en eau potable pour les zones qui en étaient privées, la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, l'extension du port autonome d'Abidjan, la réhabilitation du réseau électrique national, la construction de ponts, la construction de stades, le bitumage de nombreux axes routiers, et s'est traduit sous la forme de financements octroyés par les banques d'État chinoises à la Côte d'Ivoire. Recevant les dirigeants de ces banques d'État au cours de sa visite d'État en Chine, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec eux du financement de plusieurs nouveaux projets de développement pour son pays. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités municipales de Tafiré, dans le département de Niakara, ont doté leur localité d'un hôtel de ville. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux des services de la mairie de la commune. La cérémonie a eu lieu samedi, hier donc 1er septembre, en présence de nombreux invités, parmi lesquels le président du Sénat. Nous y reviendrons ultérieurement. C'est la seconde visite du ministre Tchagba Laurent à Boaké dans le cadre de la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau potable à Boaké. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à la station de traitement d'eau de la Loca pour voir de plus près l'évolution de la question d'eau à Boaké. Le ministre Tchagba Laurent est revenu sur le raccordement de Boaké au fleuve Bandama pour la résolution définitive du problème d'eau dans la région de Boaké. On en parle avec Kwadjo Kwame, notre confrère de RTI Boaké. Le ministre de l'Hydraulique à la prise d'eau de la Loca et à la station de traitement. Au terme de la visite, Tchagba Laurent a rappelé la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau à Boaké. En pompant la Loca, je suis pratiquement à 25 000 m3. Donc il me reste 5 000 m3 à trouver pour que véritablement nous atteignions l'objectif de 30 000 m3. Parallèlement à la stratégie du pompage de la Loca, j'ai mis en place la possibilité de créer 44 forages et je vais mettre en place 2 stations, je dirais, mobiles de traitement d'eau. Avec la saison des pluies, le niveau de l'eau de la Loca est de 2 500 000 m3 à 3 millions de m3. 5 000 m3 à 7 000 m3 d'eau distribuée dans les ménages de 6 h à midi. Pour le ministre de l'Hydraulique, la solution définitive à la crise d'eau viendrait du raccordement de Boaké au fleuve Bandama à Béoumé. J'ai proposé qu'un projet soit rapidement exécuté. Ce projet consiste à prendre de l'eau directement à Béoumi pour pouvoir injecter à la Loca pour que nous sécurisons la production de l'eau pour le Boaké sur l'environ 2045. C'est la deuxième visite du ministre Tchagba Laurent à Boaké pour montrer que la crise d'eau revêt d'une importance capitale pour le gouvernement ivoirien. Et hier samedi 1er septembre 2018, c'était la 19e édition de l'opération Grand Ménage. Et dans la commune d'Adjamé et Trècheville, commerçants et jeunes volontaires ont apporté leur contribution à travers des actions de salubrité. C'est ce que nous dit notre reporter Grace Kondo. Adjamé Mirador, précisément au boulevard de Gaulle. Mamadou et ses collègues commerçants sont en plein ravalement des balises de séparation de voies. Nous, les petits commerçants, on a cotisé
poupées de peinture pour faire ça. On a de 6h à 10h pour nettoyer, rendre le coin propre pour empêcher les gens de verser les poubelles dans la rue. Un peu plus loin, dans la commune de Trécheville, une autre action de propreté, rues et grandes artères passées au peigne fin par une association de jeunes. Nous sommes des jeunes de l'avenue 6, rue 20 barré, rue 19 barré, ainsi de suite. Donc on prend de l'avenue 6, rue 38 à l'avenue 6, rue 12. Tous ces jeunes-là qui se mettent ensemble pour pouvoir balayer. Et puis en fonction de ça, on peut aller au-delà de l'avenue 6. Nous sommes des bénévoles et on arrive à faire avec les mecs moyens qu'on a. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement depuis mars 2017. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les populations s'approprient le grand ménage, prennent soin de leur propre cadre de vie, de collecter les ordures, de les mettre dans les lieux appropriés afin que les opérateurs viennent prendre donc ces déchets-là. L'opération Grand Ménage est à sa 19e édition. Elle se tient tous les premiers samedis du mois. L'objectif, donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. 80% d'Africains ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. C'est dire l'importance de la pharmacopée africaine dans la prise en charge des malades. Cependant, malgré la qualité des produits médicaux, ils souffrent de la non-standardisation des procédés de fabrication. Les professionnels de ce milieu sanitaire ont donc été instruits sur les bonnes pratiques de fabrication. En cet état à Beauville, la capitale de l'Agnébi-Tiassa, à l'occasion de la célébration officielle de la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est un reportage de Didier Nguessan. Le commentaire est assuré par Issa Chonayo. Les tradis praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire célèbrent la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle à Agboville. Ils ont été exhortés à adopter les bonnes pratiques de fabrication afin de garantir l'innocuité, la sécurité et l'efficacité des produits médicaux. C'est de vérifier si les produits sont conformes à la qualité et conformes aux spécifications que le fabricant a définies. C'est une fois défini qu'on peut passer maintenant au contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier que les spécifications de qualité qui ont été définies sont respectées sur tous les lots qui vont être fabriqués. Sur plus de 4500 tradis praticiens de santé officiellement recensés, moins de 10 ont leurs médicaments vendus en pharmacie. Pour augmenter ce ratio, désormais, les conditions d'homologation dans les officines sont allégées. En plus des analyses sanitaires, il faudra débourser un minimum de 50 000 francs CFA. Un processus qu'a adopté ce tradit praticien pour moderniser sa chaîne de production. On commence d'abord par les plantes qu'il faut récolter, nettoyer, sécher, trier. Et après cela, on passe à l'état du broyage. Après avoir broyé la plante, on procède à l'extraction avec des solvants spécifiques. Après, il faut séparer les molécules. Donc c'est après cette séparation-là qu'on ajoute les excipients. En 2015, avec la nouvelle loi de pratique de la médecine traditionnelle, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser dans le domaine pharmaceutique ces deux produits-là. 8 Africains sur 10 se soignent avec les produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Les filles et les fils de la région du Hambol, depuis 2017, font la promotion du développement à travers des initiatives pour la promotion des valeurs touristiques et culturelles, des dons aux structures sanitaires, aux structures éducatives. Cette année, c'est la ville de Niakaramandougou, dans le nord, donc, qui a été choisie pour abriter la 2e édition du Hambol Impact. Franck Quadio. En route pour Niakaramandougou nord ivoirien. Ces jeunes explorent les plaines et la savane arborée, une vision périphérique à partir du mont Nyangbo, richesse naturelle. La 2e édition de Hambol Impact, initiée par le Forum international de Tagbana pour le développement du Hambol, c'est aussi cela. Il s'agit d'activités socio-culturelles, des dépistages gratuits de diverses pathologies, des dons de médicaments à l'hôpital de Niakara et l'équipement de la cantine scolaire. Coupure de ruban et visite donc des actions menées par les jeunes de la région au-delà de la valorisation identitaire. C'est une contribution au développement local. Il faut qu'on arrive à impulser le développement socio-culturel de ce monde. Il faudrait que nous soyons des acteurs économiques, des acteurs de développement chez nous.
individuellement, chacun apporte sa touche au développement local. Et ainsi de suite, quand nous tous nous apportons les différentes touches, vous verrez que la région du Yambol va prendre un peu plus d'ascension dans le développement local. Un acte citoyen soutenu par autorités administratives et coutumières, les intervenants ont insisté sur l'union pour le développement de la région. Moment fort, le don d'un dispensaire au village de Nyangoneka, histoire de faciliter à tous l'accès aux soins. La première édition de Ambol Impact, notons-le, a eu lieu en 2017 dans la ville de Katiola. Un mot de sport à présent. Après le refus de la SEC Mimosa de disputer la finale de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, c'est finalement le Sporting Club de Gagnoa, sur décision de la cellule d'urgence du comité exécutif de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Le Sporting Club de Gagnoa, donc, qui a été choisi pour affronter le stade d'Abidjan. Très belle finale dans l'ensemble et qui a finalement tourné à l'avantage du stade d'Abidjan, 2-1. Nos confrères de RTI Sport. Malgré le manque de compétition pour des raisons internes, le Stade Abidjan a été très efficace devant le Sporting Club de Gagnoa. Cependant, la seule occasion nette de but à retenir en première mi-temps est à l'actif du Sporting Club de Gagnoa. Il a fallu l'intervention du portier du stade, Oupo Maxime, 0-0 à la pause. Seconde période, on joue la 61e minute. Coup franc pour Seri Dogo. C'est la barre transversale qui sauve le stade d'Abidjan. 68e minute, la pression est plus forte et sur ce centre bien travaillé de Mohamed Silla, c'est Ibrahim Zerbo qui de la tête ouvre le score pour le Sporting Club. Mais une joie de courte durée car à la 73e minute, sur une belle initiative, Zambi Roland égalise pour le stade d'Abidjan. Les données changent et à la 88e minute, cette fois, sur un corner, c'est le stade d'Abidjan qui marque son deuxième but, signé Soumaïla Bakayoko, et qui s'offre la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Favori de la présidentielle au Mali, Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta a été célébré ici à Abidjan par la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. Les militants et sympathisants loin de leur patrie ont manifesté en chant, en des danses et en dansant donc pour la victoire de leur leader. La cérémonie a eu lieu ici à Abidjan dans la commune d'Atekoubé en présence de notre reporter Sidonie Davila. Ils ont chanté et dansé pour célébrer la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, leur président. Les militants et sympathisants de son parti, ici à Abidjan, se sont réunis dans la commune d'Atekoubé pour manifester leur joie. Je suis très contente, heureuse, parce qu'on a travaillé pour notre président et les résultats ont donné. On est très heureux d'avoir réélu le président de la République compte tenu de ses efforts qu'il a fait comme développement au Mali. La communauté malienne est en liesse. L'ambassadeur que je suis est un ambassadeur très heureux, très comblé. Le camarade de l'âge, Ibrahim Boubacar Keïta, réélu avec une victoire très large, donc amplement et proprement réélu. Au cours de cette cérémonie, la communauté a souhaité l'instauration de la stabilité et la sécurité du Mali. Cette victoire est une victoire méritée et nous demandons à tous les Maliens de se donner la main pour construire ce pays. Ça ne sert à rien pour nous Maliens de nous battre à côté d'une mère malade. Aux côtés de ce peuple frère, les élus de la communauté d'Atekoubé saluent cette victoire du président malien. Cette célébration, selon les Maliens, est un avant-goût de celle qui se tiendra le 4 septembre prochain, jour de l'investiture d'Ibeka, où les Maliens vivant en Côte d'Ivoire entendent effectuer en grand nombre le déplacement. Et
pendant ce temps, l'on note une recrudescence de violences djihadistes au Nigeria. Boko Haram continue de sévir dans le nord-est du pays. Des forces de l'armée nigériane ont été attaquées le 30 août dernier, jeudi, sur la base militaire de Zari, non loin de la frontière du Niger. 30 soldats auraient été tués selon des sources militaires. C'est au moins la 4e attaque du genre en l'espace de 2 mois. Je rappelle que fin juillet, début août, une trentaine de soldats avaient péri dans des attaques de Mongono et Garounda dans l'est de Borno. Mi-juillet, c'est dans l'état voisin de Yobe que Boko Haram envahissait une base militaire, faisant à nouveau des dizaines de morts. Les États-Unis ont rendu hier samedi un dernier hommage au héros américain John McCain lors de funérailles nationales à la cathédrale nationale de Washington, qui conclut une semaine de cérémonie ostensiblement ignorée par le président Donald Trump. L'ex-président démocrate Barack Obama et son prédécesseur George W. Bush se sont succédés pour prononcer l'oraison funèbre de l'ancien sénateur républicain et ancien prisonnier de guerre au Vietnam, connu pour son anticonformisme et pour sa capacité à transgresser les clivages politiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.